Bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir répondu à ce nouveau format du cercle résidentiel en vidéo. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Je remercie tout d'abord l'équipe Swiss Life, Olivier Rochefort et Valérie Maréchal pour leur témoignage que nous verrons dans quelques instants. Les 4 intervenants de BNP seront Christelle Bossier, bonjour, Guillaume, Alexis Pourcelot et moi-même. Tout au long de ces interventions, vous aurez la possibilité de poser vos questions et nous y répondrons bien volontiers en fin de séance. Je vous propose de passer au marché de l'investissement en résidentiel. Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de 2020 ? Eh bien, tout d'abord, le monde de 2020, c'était au premier trimestre le monde d'avant. Tout allait bien, tous les feux étaient au vert. Le deuxième trimestre, eh bien, c'est la sidération, pas de visite, plus de ventes, inquiétude, mais surtout, ça a permis d'accélérer la digitalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, 50% des promesses quasiment se signent en visio. La plupart des compromis de vente se signent donc en visio, les actes se signent en visio, les réunions se font de plus en plus en visio. Et je pense que cette période de confinement, ça a permis de se réinventer et surtout de digitaliser. Le troisième trimestre, eh bien, c'est l'euphorie, un effet rebond après quelques jours d'inquiétude ou d'attentisme. C'est reparti, c'était très très fort. Le quatrième trimestre, de nouveau confinement, les gens se sont habitués et finalement, le marché a fini sur une année juste exceptionnelle. Pensez-vous, 1 024 000 transactions. C'est 20% de plus que la moyenne des 10 dernières années. Et c'est surtout la deuxième meilleure année de tous les temps. 1 024 000 transactions. Alors, qu'en est-il des prix ? Eh bien, les prix sont, sur la plupart des capitales régionales, tous au vert. Ça veut dire qu'ils ont partout augmenté. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que Paris est à 10 770 000 euros. C'est le plus haut. La plupart des capitales régionales sont entre 5 et 6 000 euros. Et les moins chers sont aux alentours de 3 500 euros. Un focus sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, la moyenne de l'augmentation de ces grandes villes, c'est 30%. Vous vous rendez compte, 30% sur les 5 dernières années, l'évolution des prix. Et sur la totalité de la France, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est 19%. Donc ce sont des très fortes augmentations. Et sur cette dernière année, eh bien, quasiment toutes ont été en augmentation, voire en forte augmentation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les cartes du Grand Paris ? Les cartes du Grand Paris, on a choisi au cercle résidentiel, depuis 3 ans que nous faisons le cercle, de regarder les gares du Grand Paris parce que c'est un bon indicateur. Eh bien, on voit que les gares du Grand Paris, tout d'abord, c'est 50% moins cher que Paris. C'est en moyenne 5 000 euros. C'est quand même 2 fois moins cher et c'est aux portes de Paris. On voit que quasiment toutes les gares du Grand Paris sont en très forte augmentation ou augmentation. On voit que les gares du Nord-Est sont bien plus élevées en termes de prix, du moins moins élevées en termes de prix, et donc ce qui donne de très belles perspectives. Et pour, je dirais, la moyenne, on est entre 3 et 6 000 euros le mètre carré. Mais quand même, en moyenne, 50% moins cher de Paris. Bon, c'est plutôt très très intéressant. Alors, les taux continuent à se compresser, les taux de rendement, on peut le voir sur le graphe. La plupart des taux de rendement sont en dessous de 5%. On prend le taux de Lille était à 4,7, Paris et Lyon à 3. Il y a clairement une compression des taux. Ça veut dire qu'on a des prix qui augmentent, on a des loyers pour certaines communes qui sont plafonnés, Lille et Paris, et donc forcément, il y a une compression des taux. Et donc, je pense que dans les mois à venir, ça sera également le cas dans les capitales régionales les plus intéressantes. Alors, sur les gares du Grand Paris, eh bien, on a des taux qui sont plutôt attractifs. Encore une fois, on est 2 fois moins cher que Paris en termes de prix mètre carré. On a un prix locatif qui, lui,
est quand même relativement élevé. On est aux alentours des 25 € le mètre. Donc ça donne un couple rendement-prix qui est très intéressant. Et c'est pour ça que sur les gares du Grand Paris, vous avez des taux qui vont de 4 jusqu'à 7% pour le nord-est. Ce sont là où les prix sont les moins chers et où les prix locatifs restent quand même élevés. Donc les deux réunis, ça donne des rentabilités assez extraordinaires. Et je pense que pour cet effet report de clients de Paris est quelque chose qui va être durable. Donc ce sont des secteurs très intéressants pour tous les grands clients de regarder ces endroits pour un placement futur. Alors, on a souvent tendance à comparer le logement à d'autres classes d'actifs. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le couple rendement locatif et rendement en capital est juste extraordinaire dans le résidentiel. Si on prend les 4 premières capitales régionales, on est à plus de 12%. Vous rendez-vous 12% de rendement au global. Et si on prend Bordeaux et Paris, on est à 8%. Donc ce sont des rendements qui attirent les institutionnels de plus en plus parce que ce couple rendement les sécurise et leur donne une vision complémentaire de leurs autres actifs. Alors, on parle d'une année record cette année. Alors, pourquoi on parle d'une année record ? Sur le marché de l'investissement, la totalité du marché de l'investissement en résidentiel et en résidence-service, on est à 5,5 milliards, dont 800 millions en résidence-service. Sur ces 800 millions, donc quand on les a retirés, il reste 4,7 milliards pour le résidentiel pur. On le voit, c'est la meilleure année. Mais il ne faut pas s'y tromper. À l'intérieur de ces 4,7 milliards, vous avez 2,7 milliards qui ont été faits par la Caisse des dépôts qui a acheté 3 gros portefeuilles. Donc effectivement, c'est une très belle année. Mais en fait, le marché du résidentiel classique, parce que ceux qui ont vendu à la Caisse des dépôts auraient pu les vendre aussi par notre intermédiaire ou d'autres, c'est une partie du neuf qui normalement aurait dû aller en vente lot par lot, mais qui, dans un contexte un petit peu compliqué, a permis aux promoteurs de se sécuriser. Donc si on reprend ces 4,7 milliards, vous avez 2,7 milliards de faits par la Caisse des dépôts et 2 milliards qui sont sur les immeubles classiques. Quand on regarde bien, c'est 185 immeubles. Donc en fait, le marché du résidentiel, c'est un marché de blocs, mais de petites unités. 80% de ces 185 unités sont entre 0 et moins de 20 millions. Donc un marché important, mais de petites unités. Alors, si on regarde le marché, eh bien, si on regarde d'abord entre les portefeuilles et puis les actifs à l'unité, on s'aperçoit que 2019, c'était 75% de transactions unitaires et qu'il n'y avait que 24%, de portefeuille. Cette année 2020, alors effectivement, comme on l'a dit, un peu poussé par la Caisse des dépôts, c'est complètement l'inverse. C'est 42% de transactions unitaires et surtout 58% de portefeuille. Et quand on le regarde au niveau de l'ancien et de la VFA, on s'aperçoit qu'en 2019, c'était un marché essentiellement d'immeubles anciens, 65% et 35% en VFA, ce qui est plutôt dans la moyenne des 5-6 dernières années. Eh bien, sur 2020, on voit que c'est complètement l'inverse, 30% en ancien, 70% en VFA, mais tout ça trusté par ces 3 gros portefeuilles qui a acheté la CDC, qui ont un petit peu déréglé le marché des 5 dernières années. Alors déréglé, ça a été bien pour la fluidité du marché, déréglé par rapport aux statistiques immeubles que nous constatons tous les trimestres par les remontées d'Immostat. Alors quand on regarde la composition des acheteurs, on voit que 60% des acheteurs étaient du social ou de l'intermédiaire, 20% des fonds, un peu de marchands de biens, un peu de banques, mais vraiment ce gros portefeuille a un petit peu déréglé les statistiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché de petites unités et essentiellement de l'ancien habituellement et cette année trusté par le neuf. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire
les tendances et les convictions, du moins mes convictions sur ce marché, eh bien, ça va être et ça reste un marché sous-offreur. Encore plus, avec une compétition encore plus forte sur les actifs en bloc et une pression sur les prix, parce que, comme on le verra au fur et à mesure de ces présentations, beaucoup d'institutionnels veulent revenir sur le logement, donc forcément, il va y avoir une pression sur les prix et une compétition. Il y aura une compression des taux sur les segments les plus recherchés, c'est-à-dire les grandes capitales régionales, Paris, il y a une compression des taux. Et il y aura une structuration sur des actifs neufs, où je pense que ça va perdurer pour les promoteurs de vendre une partie de leur production en neuf, anciens et surtout en région. Voilà mes convictions, mais nous allons, je pense, y revenir avec les intervenants. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est d'écouter la vidéo de Swiss Life, qui est le numéro 1 en résidentiel en Europe, qui nous a fait la gentillesse de bien vouloir témoigner lors de ce cercle résidentiel. Merci à tous. Nous pensons que c'est une classe d'actifs qui est particulièrement résiliente en période de crise et qui est assez complémentaire avec d'autres classes d'actifs plus risquées qui étaient auparavant avec des rémunérations et des performances plus élevées et qui maintenant, avec la convergence des taux, voient se réduire ces taux entre ces différentes classes d'actifs et donc remettre au goût du jour la classe d'actifs résidentielle. Nous avons pu voir que certaines classes d'actifs ont été particulièrement impactées, challengées par la crise sanitaire. Je citerai par exemple les bureaux, mais bien évidemment l'hôtellerie, qui a été percutée de plein fouet par cette crise sanitaire, le commerce également. Donc on a vu que le logement était particulièrement à nouveau attractif, et je pense que de nombreux investisseurs aujourd'hui attendent à ce qu'il y ait de l'offre qui leur soit présentée, de manière à ce qu'ils puissent également investir sur cette classe d'actifs. Avec notamment le télétravail, avec le home office, on sent que c'est peut-être quelque chose qui va être amené à se développer fortement et être relativement complémentaire entre le co-living et le télétravail, voire entre le coworking qui pourrait se situer également dans un même immeuble au profit des occupants qui se trouveront en superstructure. On regarde 4 fondamentaux, des fondamentaux démographiques, des fondamentaux sociologiques, médicaux et économiques. En particulier sur les fondamentaux médicaux, nous regardons ces fondamentaux parce qu'en matière de résidentiel de santé, il est pour nous très important que le service rendu au sein de ces actifs santé puisse être en adéquation avec l'évolution des besoins. L'actif qui ressort gagnant, je dirais, de cette crise sanitaire, c'est la RSS pour moi. C'est la RSS parce que le modèle a été validé durant cette crise, à savoir des appartements au sein d'une collectivité qui procure des services. C'est-à-dire que pour notamment les enfants de ces résidents, c'était l'assurance que leurs parents pouvaient être protégés dans leur appartement, pouvaient avoir des repas à domicile confectionnés au sein de la résidence qui étaient portés quotidiennement par les équipes de gestion de la résidence. Et c'était aussi l'assurance que ces équipes de gestion étaient là en cas de problème pour ces personnes. Et je pense que ce modèle que l'on a toujours présenté comme un modèle de care, en fait, de soins apportés aux seniors, a révélé durant cette crise tous ses avantages. Swiss Life vient de partager avec nous leur vision sur la résilience du résidentiel et des résidences-services. Christelle, bonjour. Peux-tu nous faire part de ton analyse sur les résidences seniors et peut-être plus globalement sur les résidences gérées ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, Jean-François, on va bien sûr parler aujourd'hui
de la résidence senior, mais également des autres actifs qui caractérisent l'immobilier géré. Donc on va donc évoquer la résidence de tourisme et d'affaires, les résidences étudiantes, mais également le co-living qui est, comme on l'a vu, de plus en plus présent. Donc je vous propose donc aujourd'hui de faire un point sur le marché de l'investissement, et puis j'imagine que ce qui vous intéresse particulièrement, c'est de savoir comment ont réagi ces actifs pendant la crise. Donc si l'on regarde le marché de l'investissement en immobilier géré, donc ce sont surtout des transactions qui portent sur des produits neufs en VFA. On a un peu de cession de portefeuille et le marché secondaire est encore, lui, très limité, contrairement en fait à celui de la revente lot par lot, qui est alimenté par des résidences qui avaient été auparavant commercialisées en défiscalisation. Donc ce marché, l'investissement en bloc de résidence-service, est un marché récent. Il décolle vraiment en 2018 avec 895 millions d'euros investis. En fait, il est principalement porté par des résidences seniors, par l'émergence des résidences seniors et des résidences étudiantes dites de nouvelle génération. Alors qu'est-ce qu'on entend par les résidences étudiantes de nouvelle génération? Ce sont en fait un concept un peu inspiré du co-living, avec une dimension servicielle et communautaire beaucoup plus forte que le modèle de résidence étudiante classique que l'on connaît. L'année 2009, quant à elle, avec près d'1,6 milliard d'euros investis, a été assez exceptionnelle pour le logement étudiant, comme on peut le voir, portée essentiellement par deux grosses transactions de résidences étudiantes de nouvelle génération, la cession des résidences clés à AXA IM et du campus Éclat, une grosse résidence de plus de 1000 lots à Brookfield. Ces deux transactions représentent un volume d'investissement de 550 millions d'euros. L'année 2020, quant à elle, donc c'est une année où on n'a pas vu de rupture au niveau des transactions qui se sont bien lissées sur toute l'année. Elle totalise 923 millions d'euros d'investissement malgré la crise sanitaire. Donc en fait, si on regarde un petit peu ce marché, et hors éléments exceptionnels de 2019, c'est un marché de l'investissement qui est assez stable et structuré un peu à l'identique sur ces 3 années. Ce qui prouve une certaine résilience en fait de ces actifs, mais on verra par la suite que tous les segments d'activité n'ont pas forcément résisté de la même manière. Donc c'est une certaine stabilité en fait qui s'explique plus par la pénurie d'actifs que l'on a sur le marché que par un manque d'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs. Bien au contraire, c'est une classe d'actifs très attractive qui bénéficie de fondamentaux solides. Rappelons-les brièvement, une demande locative soutenue avec des perspectives de croissance qui vont être liées à l'évolution démographique et sociétale. C'est un investissement sécurisé par le biais du bail commercial et enfin un couple rendement-risque très intéressant puisque les taux observés sur le senior et l'étudiant se situent entre 3,5 et 4,5%, bien sûr en fonction de la localisation et de la qualité des exploitants. Christelle, Valérie Maréchal nous parlait de son analyse sur les RSS comme le grand gagnant de cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, je partage tout à fait cette analyse. Elle est d'ailleurs corroborée par les chiffres du marché de l'investissement 2020 qui restent dans la continuité de 2019. C'est une bonne année pour le senior qui représente 62% des volumes d'investissement en immobilier géré avec 570 millions d'euros. Donc la part du senior en fait dans l'immobilier s'explique assez facilement puisque c'est le secteur qui se développe le plus. Elle bénéficie en fait d'opportunités de développement en région, ce qui est moins le cas des autres actifs. Donc effectivement, on a des transactions qui sont majoritairement sur des actifs situés en région. Si l'on regarde le profil des investisseurs, ce sont les fonds et les SCPI qui sont les plus actifs sur ce marché. Pourquoi la RSS? Alors du coup, elle ressort gagnante de cette crise. Eh bien, c'est un modèle en fait qui a parfaitement fonctionné. Il a su s'adapter très rapidement en fait, au contexte sanitaire. Les exploitants ont mis très rapidement en place des mesures sanitaires. Ils ont aussi adapté leurs services pour protéger les seniors. On a eu par exemple des paniers repas, des livraisons à domicile. Ils les ont aussi accompagnés avec des prises de température et des visites assez régulières. Donc en fait, ils ont permis de limiter les déplacements de ces résidents et réussi à maintenir en fait beaucoup de liens sociaux. Donc c'est cette démarche qui a vraiment permis de protéger les résidents historiques, mais aussi d'en attirer de nouveaux. Des taux d'occupation par conséquent qui sont restés très stables et très élevés et aucun impact n'a été signalé, en tout cas net à signaler sur les loyers des investisseurs malgré la crise. On peut noter toutefois une petite difficulté en fait, qui est plus sur les résidences qui ont été récemment ouvertes.
Vous savez, il faut à peu près 2-3 ans à une résidence pour atteindre son équilibre. Et les conditions sanitaires n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de remplissage. Donc, c'est des résidences qui sont un petit peu plus en difficulté. On a pu noter quelques reports de loyer sur ces actifs. Mais globalement, une très très bonne année pour le senior. Merci Christelle. Donc on vient de voir la résilience des résidences seniors. Qu'en est-il des autres classes d'actifs ? Eh bien, c'est une année un petit peu plus mitigée pour le secteur étudiant qui a vraiment souffert en fait du deuxième trimestre puisqu'on a eu énormément de départs anticipés de locataires lors du premier confinement. Une vraie volonté par contre de revenir sur site pour les étudiants a permis de retrouver des taux d'occupation à la rentrée 2020 très élevés, plus de 90%, mais qui restent néanmoins un peu inférieurs aux taux habituellement observés sur ces périodes. Précisons que certains gestionnaires ont été fragilisés donc, par ce deuxième trimestre et certains loyers ont pu faire l'objet d'ajustements ou de reports. Mais le véritable atout de ce secteur en sortie de crise sera que l'activité reprendra pleinement en fait, avec le retour des cours en présentiel. Le co-living, pour sa part, s'est montré beaucoup plus résilient avec des taux d'occupation qui ont été plus faiblement impactés. C'est un modèle qui en fait est mieux préparé pour faire face à la crise. C'est un modèle qui est basé sur une dimension servicielle et communautaire. Les exploitants ont très rapidement réussi en fait à adapter les services avec beaucoup de prestations du coup en ligne, comme des cours de sport ou des cours de cuisine par exemple. Et puis aussi c'est des sites qui sont configurés qui permettent aux locataires de conserver du lien social et un esprit communautaire. Et ça a été là vraiment les atouts du concept du co-living pendant la crise. Ce concept a également un autre avantage, c'est le profil de ces résidents qui est assez diversifié, puisque le co-living accueille à la fois des jeunes actifs, des étudiants, mais aussi des personnes en transition, ce qui permet d'avoir un remplissage plus performant sur l'année. Et ils sont un remplissage qui est moins cyclique que l'étudiant. Donc je pense que le co-living a gagné en crédibilité avec la crise sanitaire et en ressort un peu au même titre que la résidence senior renforcée. Côté investissement, une forte baisse de l'investissement pour les résidences étudiantes en 2020, avec 267 millions d'euros investis, mais on avait vu que 2019 a été particulièrement exceptionnel avec ces deux transactions phares qui avaient représenté un gros volume d'investissement sur le secteur de l'immobilier étudiant. Le co-living, quant à lui, représente 35 millions d'euros en 2020 et devrait connaître un développement beaucoup plus soutenu ces prochaines années, notamment au travers de partenariats entre opérateurs et exploitants. Alors Christelle, opérateurs et investisseurs, excusez-moi. Va très bien. Alors Christelle, l'ARSS, on peut dire, a bien résisté, les résidences étudiantes un peu moins, le co-living monte. Qu'en est-il des résidences de tourisme d'affaires ? Eh bien, sans surprise, c'est un secteur qui a été très affecté. Fermeture des frontières, arrêt des déplacements professionnels ou encore annulation des salons. C'est vraiment les résidences affaires qui ont vraiment été très impactées avec une activité quasiment à l'arrêt au premier confinement, une reprise et puis un second confinement qui est venu de nouveau faire chuter le remplissage des résidences. L'activité de tourisme a un petit peu mieux résisté puisqu'elle a eu un été plus performant et puis que les confinements n'étaient pas forcément sur des périodes de grosse activité sur certaines de ces résidences. Donc c'est un marché aujourd'hui qui est très compliqué. On a des gestionnaires en difficulté, je pense que vous en avez entendu parler, avec des versements de loyers suspendus ou en renégociation et des gestionnaires donc très très en difficulté. Comme vous pouvez le voir, les investissements sont en baisse en 2020 avec 86 millions d'euros investis, mais une année qui reste quand même supérieure à 2018. Des transactions qui portent à la fois sur des actifs en Île-de-France et en région. Un profil d'investisseurs beaucoup moins diversifié sur ce secteur d'activité, puisque les fonds et les SCPI sont quasiment les seuls grands acteurs. Pour l'avenir, on peut s'attendre à un ralentissement des développements en fait, de ces résidences, qui va être à la fois lié à la prudence des investisseurs, mais également au fait que les exploitants vont avoir quelques difficultés prochainement à se positionner sur des opportunités de développement et surtout, ils vont être très sélectifs sur les localisations. On va aussi avoir un manque de visibilité sur la reprise de l'économie qui va fragiliser les exploitants et affecter la liquidité de ces actifs.
Et enfin, on peut se demander si l'évolution des modes de travail ne pourrait pas transformer à terme les comportements du tourisme d'affaires et donc inciter les modèles économiques associés à évoluer. Merci Christelle pour cette belle analyse. Est-ce que tu peux nous faire part de tes convictions pour le marché 2021 ? Écoutez, tous les feux sont au vert pour les résidences services. On va repartir des fondamentaux assez solides, des évolutions démographiques qui lui sont très favorables. On a une croissance de la population de seniors, une dynamique importante de décohabitation sur l'étudiant et aussi une augmentation croissante du nombre de personnes en fait, qui vivent seules, notamment due à l'allongement de la durée du célibat. Ces différentes catégories de population ont des besoins bien spécifiques en logement et aujourd'hui, on a une réelle pénurie de logements adaptés à ces populations. Enfin, une crise qui est venue en fait accélérer et créer aussi de nouveaux besoins qui tournent aujourd'hui vraiment autour de l'usage, du service et du partage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est très favorable à la résidence-service qui, par ses dimensions du coup servicielles et communautaire répond parfaitement à ces nouveaux besoins. On va du coup assister à l'essor, à l'émergence de nouveaux concepts qui vont porter ce développement. Ce sont des nouveaux concepts qui vont proposer une mixité des usages, des services qui vont être renforcés et vraiment adaptés aux différents types de clientèle, des espaces aussi qui vont être réorganisés pour notamment intégrer du télétravail, et tout ça dans un objectif de venir enrichir l'expérience client. On disait au départ qu'on avait une pénurie d'offres sur ce secteur. Elle est effectivement due à la difficulté de trouver des fonciers totalement adéquats à ces résidences. Mais la crise est venue impacter d'autres classes d'actifs comme le bureau et l'hôtel. On l'a vu tout à l'heure. C'est aussi une opportunité pour ces résidences-services puisque ce sont des actifs qui peuvent se prêter à la transformation en immobilier géré. Donc, ce qui pourrait nous permettre d'avoir des développements dans des localisations beaucoup plus intéressantes et par conséquent, de belles opportunités d'investissement. Merci Christelle pour ces explications très précises sur ce marché des résidences-services. Maintenant, nous allons passer la parole à Guillaume. Comment expliques-tu cet intérêt grandissant pour le résidentiel aujourd'hui ? Merci Jean-François pour la question. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est vrai qu'en l'espace d'un an, il n'y a pas une semaine sans que l'on entende parler dans la presse immobilière spécialisée d'un intérêt grandissant pour les investisseurs institutionnels en France. Écoutez, avant de répondre précisément à cette question, Jean-François, je propose de démarrer mon intervention justement en essayant de regarder sur une séquence longue, en prenant du recul et regarder justement l'univers des investisseurs institutionnels en France. Que voit-on ? Globalement, jusqu'au début des années 2000, on voit un univers, un poids du résidentiel et de l'alternatif qui représente globalement aux alentours 30% de l'univers global des investisseurs institutionnels en France. Depuis le début des années 2000, on observe en parallèle une diminution de ce poids au profit de classes d'actifs plutôt commerciales, donc le commerce et le bureau, qui ont une progression assez importante sur les 20 dernières années. En parallèle de ça, on a également observé une sorte de relais, une prise de relais des investisseurs privés depuis le début des années 2000 qui ont bien été aidés par un certain nombre de dispositifs fiscaux particulièrement avantageux. Il y a eu une succession de dispositifs, dont le dernier en date, le dispositif Pinel. Néanmoins, bonne nouvelle à partager avec vous ce matin, c'est que nous rentrons dans un nouveau cycle qui marque justement ce fameux intérêt grandissant des investisseurs institutionnels en France. Donc, je n'ai pas oublié la question, Jean-François, ce qui me permet d'y répondre. Pourquoi cet intérêt grandissant des investisseurs ? Écoutez, plusieurs éléments. Le premier élément que je souhaiterais partager, c'est que le résidentiel repose avant tout sur de solides fondamentaux. Les fondamentaux sont solides, ils sont au titre de 3. Premier point, on constate un soutien relativement important à destination des ménages. Il y a un certain nombre de mécanismes qui se sont mis en place au cours des derniers mois et qui ont permis de soutenir le revenu des ménages, qui est un élément bien entendu très important pour le résidentiel. Deuxième point, on a des taux financiers qui sont relativement bas et même durablement bas.
C'est ce qu'on a pu constater. On le voit sur le marché, l'abondance de liquidités liée à ces taux directeurs particulièrement bas. Tout ça conjugué à un durcissement des conditions de financement, notamment chez les particuliers. Jean-François l'avait évoqué en préambule. Tout ça participe, favorise un retour des investisseurs institutionnels sur le résidentiel. Et enfin, dernier point, on a toujours de solides fondamentaux, de solides sous-jacents immobiliers qui sont de nature à favoriser le retour du résidentiel. Quelques exemples, on est toujours dans une situation de sous-offre structurelle, notamment dans l'ensemble des zones tendues. On a un ralentissement de la production de logements et côté investisseurs, on a une granularité locative qui est de nature à sécuriser un certain nombre d'investisseurs. Donc vous le voyez, on se situe clairement dans une sorte de momentum pour l'immobilier résidentiel. Mais est-ce qu'il existe d'autres raisons pour expliquer cette dynamique ? Oui, clairement. Un deuxième point qui me semble important de partager avec vous ce matin, et c'est d'ailleurs un point qui a été évoqué lors de la vidéo d'Olivier Rochefort, c'est que le résidentiel est aujourd'hui une classe d'actifs pérenne et résiliente. J'essaye de m'expliquer. Et pour cela, nous avons essayé de regarder les performances globales sur une période relativement longue et par typologie d'actifs. Que voit-on ? On le voit globalement, et ça s'illustre sur la courbe rose, la volatilité sur l'actif résidentiel est moindre que pour les autres classes d'actifs, et c'est notamment le cas durant les zones de turbulence économique. Deux périodes à partager avec vous ce matin. Début des années 2000, éclatement de la bulle Internet, on voit une performance, un rendement global résidentiel qui a tendance à se stabiliser quand les autres classes d'actifs diminuent de manière un peu plus importante. Deuxième période, 2007-2009, période crise Lehman Brothers. Et là, cette fois-ci, on voit une diminution de la performance du rendement global résidentiel, néanmoins une diminution bien moindre que les autres classes d'actifs. Donc vous le voyez, on a une volatilité qui est moins importante et qui est de nature à rassurer les investisseurs. Ce point s'illustre également sur le fameux couple rendement-risque que l'on a l'habitude d'utiliser en immobilier. Quelles observations pouvons-nous tirer sur ce fameux couple rendement-risque ? Écoutez, on a essayé de regarder deux périodes. Première période, 99-2009, on assiste, toujours en termes de rendement global, à une certaine hiérarchisation des performances par typologie d'actifs, avec un commerce qui s'en sort globalement mieux, avec les meilleures performances, et à l'inverse, un actif résidentiel avec des performances un peu moins importantes, néanmoins une volatilité moindre. On bascule de 10 ans, on essaye de regarder la période 2009-2019. Que voit-on ? On voit une sorte de regroupement de trois classes d'actifs, le résidentiel, le bureau et le commerce, avec une performance moyenne, un rendement global moyen qui tourne sur ces trois typologies d'actifs autour de 6,5%. Seule la logistique se démarque. Là encore, quelques chiffres à partager. Si on compare ces deux périodes, globalement, le rendement global en résidentiel a diminué de l'ordre de 30%, quand les rendements commerce et bureau ont diminué de respectivement moins 50 et moins 40%. Vous le voyez, donc une meilleure résilience. Seule la logistique s'en sort globalement un peu mieux. Néanmoins, quand on essaye de regarder ces performances ajustées au risque, on voit que là, le résidentiel affiche tout le temps la plus faible volatilité comparée aux autres typologies d'actifs. Donc, au final, on le voit, le résidentiel affiche une volatilité moindre et des performances qui sont globalement stables et résilientes sur le long terme. Alors Guillaume, si je résume tes propos, de bons fondamentaux, une classe d'actifs pérenne, résilient, comment se comporte le prime et la prime de risque dans ces conditions ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe. La prime de risque, et notamment la prime de risque immobilière, est de plus en plus compétitive. Deux exemples, deux cas concrets
pour expliquer ce que je viens de vous donner. Premier point, si on essaie de regarder la prime de risque immobilière, c'est-à-dire la différence entre le taux obligataire à 10 ans, on prend comme référence l'OAT 10 ans, et le rendement locatif résidentiel. Que voit-on? On voit une progression constante de cette prime de risque immobilière qui est plutôt de nature à intéresser un certain nombre d'investisseurs. Rendez-vous compte, à fin 2020, on a une prime de risque de l'ordre de 250 points de base. C'est du jamais vu, c'est un niveau jamais atteint. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'essayer de regarder, de comparer le rendement locatif bureau, qui est le rendement locatif de référence jusque-là, et le rendement locatif résidentiel. Et là, encore une fois, on voit une diminution de l'écart entre ce rendement locatif bureau et résidentiel. Historiquement, on a un écart compris entre 100 et 200 points de base. À fin 2020, cet écart a fortement diminué, se situe aux alentours de 75 points de base. Et nous considérons, au regard des prévisions qui seront présentées par Alexis par la suite, que cet écart pourrait encore diminuer au cours des prochaines années. Cette performance est quand même assez remarquable dans une situation, elle est d'autant plus significative dans un contexte où on a des performances locales, des progressions locatives résidentielles globalement stables et un taux de vacances qui est beaucoup moins important que le bureau, d'où effectivement le fait d'insister sur cette partie. Écoutez, pour conclure, c'est en quelque sorte une sorte de bilan de tout ce que j'ai eu l'occasion de vous présenter, tout ce qu'on a eu l'occasion de vous présenter. Je souhaiterais partager avec vous le dernier sondage de l'INREV, qui est une association regroupant un certain nombre d'investisseurs institutionnels, pour vous montrer l'intérêt et vous confirmer l'intérêt de l'immobilier et du résidentiel. Ce sondage de l'INREV date de 2021. Il a vocation à mesurer l'intérêt justement de ces grands investisseurs institutionnels, quel que soit l'endroit où ils se situent dans le monde. Et là, 3 bonnes nouvelles à partager avec vous ce matin. Premier point, on le voit, les investisseurs institutionnels souhaitent augmenter leur allocation cible immobilière. Et ça, c'est quelque chose qui est globalement positif et qui s'explique très facilement dans la mesure où l'immobilier affiche toujours un couple rendement-risque relativement attractif. Et ça, comparativement à un marché obligataire avec des rendements plutôt faibles et un marché action qui a beaucoup remonté ces derniers mois et qui risque d'afficher une certaine volatilité au cours des prochains mois. Donc on le voit, confirmation pour l'immobilier et confirmation dans les allocations cibles de ces grands investisseurs institutionnels. Deuxième point, si on essaie de regarder plus précisément sur la partie immobilière, on voit que la France se place plutôt bien dans le sondage de 2021 de l'INREV. On voit 80% d'opinions favorables. 80% d'investisseurs souhaitent investir sur la France. Et vous le voyez, on se situe ex aequo avec l'Allemagne. On a souvent l'occasion d'entendre parler de la résilience de l'Allemagne, mais la France est plutôt bien positionnée, se situe en première position et bien loin d'autres pays européens. Et enfin, troisième point à évoquer, et qui vient confirmer tout ce qu'on a eu l'occasion de dire, quand on essaye de regarder les intentions d'investissement par typologie d'actifs, on le voit, le résidentiel, d'ailleurs au même titre que la logistique, est en progression constante depuis 3 ans et affiche en 2021 84% d'opinions favorables. Tout cela, effectivement, sont des éléments qui sont plutôt positifs et qui sont favorables et qui nous permettent de croire à des jours plutôt dynamiques au cours de l'année 2021 sur le segment résidentiel. Merci Guillaume pour ces explications. Maintenant, bonjour Alexis. Alors Alexis, toi tu vas nous parler de la prospective. Pour certains, c'est peut-être un peu abstrait, la prospective chez BNP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans l'esprit des gens, la prospective, c'est un peu la personne qui va venir avec sa boule de cristal et prédire l'avenir avec souvent un scénario un peu catastrophique.
Alors nous, à BNP, on a une approche un peu plus pragmatique et méthodologique, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des scénarios économiques, des hypothèses qui vont nous permettre de donner des clés de lecture du comportement des marchés immobiliers, à la fois sur le court terme, mais aussi sur le moyen-long terme, globalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les indicateurs clés que tu regardes au niveau de la prospective? Alors oui, on va regarder beaucoup d'indicateurs. On en a sélectionné quelques-uns qu'on considère comme étant les fondamentaux, les drivers du marché résidentiel. Donc on va avoir des indicateurs qui sont conjoncturels et des indicateurs qui sont structurels. Pour les indicateurs conjoncturels, on va regarder le PIB, le taux de chômage, le revenu des ménages, mais aussi l'évolution des taux. Alors comme vous le savez tous, avec la crise sanitaire, les mesures de stop and go, on a un recul de la croissance économique en 2020 de l'ordre de 8,3%. En 2021, on devrait assister à un rebond de 5,5% et à un autre rebond en 2022 de l'ordre de 4,7%. Néanmoins, ce rebond il va être dépendant de deux éléments. Le premier élément, ça va être la vitesse de campagne de vaccination. Et le deuxième élément, ça va être la contrainte des mesures sanitaires, comme notamment là avec le troisième confinement. Finalement, on va avoir le niveau du PIB qui va retrouver son niveau d'avant-crise en 2022, qui va continuer de croître en 2023. Alors maintenant, si on regarde le taux de chômage, il a baissé en 2020, il a atteint 8%, donc c'est une baisse légère par rapport à 2019, mais c'est une baisse en trompe-l'œil. En trompe-l'œil parce que les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi ne pouvaient pas se déclarer comme recherchant d'emploi avec le deuxième confinement, au T4. Et d'ailleurs, au T3 2020, on a eu une remontée du taux de chômage à 9,3%. En 2021, on s'attend à une remontée plutôt modérée à hauteur de 10%, pour une diminution progressive en 2022-2023, pour atteindre 9% en 2024. Donc cette remontée du taux de chômage à 10%, elle est modérée, notamment parce que le gouvernement a mis en place son plan de relance. Au total, c'est 100 milliards d'euros qui va permettre de réactiver l'activité économique, mais qui permet également de contenir l'emploi au sein des entreprises, avec notamment le financement du chômage partiel, de l'activité partielle ou encore des primes à l'embauche. Alors maintenant, si on regarde le revenu des ménages, en 2020, il a continué de progresser de 1,1%. Alors, la baisse du nombre d'heures travaillées avec le confinement, ça a entraîné une baisse des cotisations sociales et aussi une baisse de l'impôt. On peut également citer l'exonération sur la taxe d'habitation d'un certain nombre de ménages qui continuent finalement à doper ce revenu des ménages. Ensuite, on va avoir un certain nombre de prestations sociales liées au chômage qui se sont mises en place et qui viennent jouer un rôle de filet de sécurité. Et finalement, on va avoir des versements d'indemnités liés à l'urgence sanitaire qui, là encore, permet de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Alors en 2021, le constat il va être un petit peu différent. On s'attend à un ajustement à la baisse du revenu des ménages pour un rebond en 2022 et 2023, finalement avec la diminution du taux de chômage. Alors maintenant, si on regarde l'évolution des taux, la politique monétaire de la Banque centrale européenne continue d'être ultra accommodante. Elle vient se conjuguer avec la politique budgétaire du gouvernement et finalement, c'est 1850 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie en 2020, 2021 et 2022, notamment par le rachat de titres obligataires. Et c'est là où on voit sur le graphique que le taux de rendement à 10 ans a diminué et atteint son plus bas niveau historique en 2020 à moins 0,4%. Alors on s'attend à une légère remontée à la marge sur les 3 prochaines années, avec notamment le retour de l'activité économique, mais aussi une anticipation sur l'inflation qui devrait rester en dessous de la cible des 2% de la Banque centrale européenne. Donc ça, c'était pour les indicateurs conjoncturels. Maintenant, si on regarde les indicateurs structurels, on va regarder ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc sur les 50 prochaines années, on s'attend à une croissance de la population de l'ordre de 12%. On devrait être 76 millions d'habitants en 2070. Et quand on regarde ça au regard de l'évolution des permis de construire, eh bien là, on voit une tendance à ce déséquilibre qui est très important. Sur les 3 dernières années, les permis de construire ont diminué de moins 23%. Au total, c'est 115 000 permis de construire en moins. Donc c'est une tendance qui est baissière et très préoccupante, surtout au regard de la population qui va continuer de croître et également à l'obsolescence du parc, au mal logement. Et ce déséquilibre, il va être encore plus fort, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, dans les zones tendues, là où la population se concentre et là où le foncier est de plus en plus rare.
Alors, on va aussi regarder d'autres indicateurs pour les résidences gérées. On va regarder l'évolution du nombre d'étudiants, mais aussi la pyramide des âges. Alors, en 2020, il y avait 2,7 millions d'étudiants et on attend 73 000 étudiants en plus à horizon 2028. On voit que cette progression, elle est à la marge, elle a tendance à s'essouffler par rapport aux années précédentes et on arrive à un espèce de plateau haut. Alors maintenant, si on regarde dans le détail, filière par filière, on observe que la progression est plus importante dans les écoles privées et dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est la bonne nouvelle pour les résidences étudiantes, puisque ce sont ces étudiants qui décohabitent le plus et qui sont plus à même de demander du logement étudiant. Alors maintenant, si on regarde la pyramide des âges, on a vu que la population allait augmenter de 12% sur les 50 prochaines années, mais sur le graphique, on observe surtout qu'elle va se concentrer finalement chez les seniors, les plus de 65 ans. Donc, entre 2013 et 2070, le nombre de seniors devrait doubler. Et en 2013, ils représentaient 18% de la population et ils vont représenter quasiment 30% de la population en 2070. Donc c'est une tendance forte au vieillissement de la population et qui a été très bien internalisée et pris en compte par les investisseurs institutionnels au regard des chiffres que Christelle nous a présentés sur le marché de l'investissement. Alors, on va regarder un dernier indicateur qui est de loin le plus important. Cette fois-ci, c'est un indicateur plus immobilier. Donc, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Donc, il prend en compte 3 effets. L'effet prix, l'effet emprunt avec les taux et la durée, mais aussi l'effet revenu. La somme de ces 3 effets va nous donner la courbe que vous voyez en rose, qui est le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Donc, qu'on va comparer à sa moyenne de long terme qu'on fixe à 100. Et donc, du coup, ça va nous permettre de regarder le pouvoir d'achat au regard des différentes périodes et des différents cycles immobiliers. Donc si on regarde les années 90, la crise des subprimes et la crise des dettes souveraines, eh bien on voit que le pouvoir d'achat immobilier des ménages, il était en dessous de sa moyenne de long terme. Ça signifie que les ménages pouvaient s'offrir moins de mètres carrés et moins d'immobilier de manière générale comparé à la moyenne de long terme. Alors maintenant, si on regarde aujourd'hui, en 2020, on voit qu'il y a eu un petit tassement effectivement avec la crise sanitaire, mais le pouvoir d'achat, il reste largement au-dessus de sa moyenne de long terme. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque ça va venir soutenir la demande à court terme. Maintenant, si on regarde le pouvoir d'achat marché par marché, on va voir que la situation elle est très hétérogène avec des marchés où le pouvoir d'achat va être confortable, au-dessus de sa moyenne de long terme. C'est le cas notamment de Toulouse, de Nantes ou encore Montpellier et Marseille. On va avoir des marchés comme Lyon et Paris où là le pouvoir d'achat va être à l'équilibre, mais attention, puisque les prix augmentent très rapidement dans ces capitales régionales. Et donc, du coup, on pourrait voir un pouvoir d'achat se dégrader sur le court terme. Et finalement, on va avoir des marchés comme Lille, Bordeaux, Strasbourg, où là, le pouvoir d'achat est en dessous de sa moyenne de long terme. Et donc là, petit warning, puisque ça va être un peu plus compliqué pour les ménages d'acheter de l'immobilier en général. Merci. Donc finalement, quand on regarde ces fondamentaux, est-ce qu'on a une indication sur les prix que vont devenir ces prix? Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. Comment les prix vont réagir sur les prochaines années? Alors, au regard de tous ces indicateurs et de ce scénario, sur les 3 prochaines années, d'abord, si on regarde la France, on s'attend à un maintien des prix, voire une légère progression de 0,5% sur les 3 prochaines années. Maintenant, si on regarde dans le détail année par année, on va avoir un fléchissement des prix de l'ordre de 2,5% en 2021, avec un rebond en 2022 et un rebond encore plus marqué en 2023. Alors, cette fois-ci, si on regarde marché par marché, on va avoir des marchés à gauche de la France où l'évolution des prix sur les 3 prochaines années va se tarir. Une évolution entre -5 et -3%, mais c'est plutôt une bonne chose puisqu'on va avoir une normalisation des prix, une tendance légèrement baissière mais qui va être temporaire, transitoire, avec un rebond plutôt en 2023 cette fois-ci, et finalement c'est une opportunité pour les investisseurs à saisir puisqu'on va avoir des prix légèrement moins élevés et finalement une tendance. Enfin, c'est juste transitoire puisqu'on va avoir une hausse des prix en 2023. Alors maintenant, si on regarde les marchés à droite de la France, on va avoir Nantes, Montpellier, Marseille et Toulouse, où là, sur les 3 prochaines années, on attend de meilleures performances sur les prix.
avec un fléchissement en 2021 moins important, mais un rebond beaucoup plus élevé et beaucoup plus marqué en 2022-2023. Et je vais conclure en regardant l'évolution des prix sur les 3 prochaines années au regard de 2 indicateurs, la déviation du pouvoir d'achat par rapport à sa moyenne de long terme et l'évolution des revenus sur les 3 prochaines années. Et là, on peut faire un constat, c'est qu'on a une corrélation qui est strictement positive entre la croissance des prix dans les 3 prochaines années et ces 2 indicateurs. Finalement, là où les fondamentaux et le pouvoir d'achat vont être meilleurs, ce sont là où les marchés, les prix vont soit se maintenir, soit croître. Et pour les marchés où on va avoir un fléchissement des prix sur les 3 prochaines années, ce n'est rien d'inquiétant parce que ce n'est pas un retournement de marché, mais c'est plutôt une normalisation, une opportunité. C'est un fléchissement qui va être temporaire avec un rebond en 2023, donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Merci Alexis. Alors donc si on pouvait conclure avant de passer aux questions que vous avez bien voulu nous poser, une année 2020 particulière mais qui finit sur un volume juste extraordinaire, une vraie résilience et un vrai appétit sur le résidentiel, mais également sur les résidences-services. On pourrait dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, donc ça va donner une tension sur les prix, même si finalement, Alexis, au regard de ce que tu viens de nous dire, on peut penser que sur les prix, il y aura quelques petites corrections, mais à la marge ou un effet plateau pour certains prix. Et une appétence vraiment de plus en plus importante pour ces 2 classes d'actifs, résidentiel, résidence-service, au sens large, bien sûr, les résidences-services. Donc je pense une année 2021 qui devrait être plutôt bonne, et en tout cas pour les investisseurs, qui sera bonne s'il y a finalement suffisamment de produits mis en vente. Parce que notre problème aujourd'hui, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est quand même présent, c'est qu'on est en marché en sous-offre. On a 3 ou 4 fois plus de demandes d'investisseurs pour le résidentiel ou les résidences-services, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de produits. Je propose maintenant de passer aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Donc la première question, est-ce qu'on a une première question? Oui. Alors, il y avait... donc, après le méga deal de la CDC Habitat, pensez-vous que cela va inciter les promoteurs à vendre en bloc ou au contraire vont-ils se retourner vers l'accession? Je pense que cette question m'est un petit peu posée. Je pense que les promoteurs, dans les zones un peu tendues, vont vouloir sécuriser leur production. Et donc, je pense que les ventes en bloc vont continuer dans certaines villes. Bien évidemment, là où l'écoulement est le plus facile, on va dire Paris, la première couronne, je pense que ce sera peu le cas. Mais je pense que les promoteurs de taille moyenne, pour avoir une trésorerie saine et pouvoir se fixer sur d'autres opportunités, vont peut-être, penser une partie de leur production en vente en bloc. Donc je pense qu'on sera, comme on l'avait dit un petit peu tout à l'heure, basé sur un marché ancien qui va petit à petit se faire en province et aussi en vente en bloc dans les capitales régionales sur du neuf. Alors, deuxième question, et là c'est pour Christelle, vous évoquez un marché de l'immobilier géré sous offreur. Pouvez-vous nous donner plus de précision? Oui, je vais vous donner donc quelques chiffres en complément de ce que nous a dit déjà Alexis tout à l'heure. Le parc, par exemple, pour l'étudiant, on a un parc d'à peu près 1100 résidences, 165 000 lits. On évoquait 2,7 millions d'étudiants. Les 2 tiers sont des cohabitants, donc on voit vraiment qu'on est en pénurie d'offres pour répondre à ces besoins. Il faut savoir aussi qu'on a un rythme de développement de résidences étudiantes d'à peu près 40 résidences par an. Pour le senior, donc c'est un marché plus récent. On a à peu près 760 résidences, 60 000 logements aujourd'hui à disposition des seniors, donc qui sont actuellement 6,4 millions. Demain, 12, voire plus, 12 millions à horizon 2045, voire plus après. Donc on voit vraiment qu'on a besoin de développer cette offre pour accompagner le vieillissement de notre population. Et donc sur le senior, on a un rythme un peu plus soutenu puisqu'on est à peu près à 70 résidences développées par an. D'accord, Voilà. Merci.
Alors, troisième question. Alors, pour Alexis, les taux de financement sont aujourd'hui à leur plus bas niveau. Peut-on attendre une remontée des taux? Et dans ce cas, quel impact peut-on attendre sur les prix? Alors effectivement, les taux sont à leur plus bas niveau, ça c'est certain, c'est 1,2% au T4 2020. Alors on ne s'attend pas du tout à une remontée des taux, notamment parce que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne continue à être non conventionnelle depuis 2015 et avec l'injection de 1850 milliards d'euros, ça a pour objectif finalement de relancer l'activité économique avec des taux obligataires qui vont être très bas. Donc les États vont pouvoir emprunter à des taux négatifs et finalement on va avoir des agents économiques, donc des ménages et des entreprises qui vont pouvoir s'endetter également à des taux très bas pour relancer leur activité ou bien pour acheter de l'immobilier. Donc même s'il va y avoir une remontée des taux, ça sera de quelques points. On ne peut pas s'attendre à une remontée des taux comme en 2005, 2006 et 2007 avec la crise des subprimes. Et un point qui est très intéressant aussi, c'est que 98% de l'encours de crédit en France est à taux fixe. Donc ça, c'est une vraie protection pour notre marché résidentiel. Et on le voit en fait même par les années passées, on n'a pas de grande volatilité sur le marché résidentiel français comparé à nos voisins européens comme l'Espagne ou encore le UK. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle puisqu'on n'aura pas, même s'il y a une remontée des taux, elle va être à la marge et on ne peut pas s'attendre à un retournement de marché. Ok, merci beaucoup. Alors Guillaume, une question pour toi. Cet intérêt grandissant des investisseurs institutionnels pour le résidentiel, s'agit-il selon vous d'une tendance conjoncturelle ou durable? Alors, j'aurais tendance à répondre les deux. Je n'essaye pas de me défiler par rapport à la question, je vous rassure, et je vais essayer de vous donner des éléments d'explication. Non, conjoncturel dans la mesure où c'est vrai qu'on est dans une situation, dans un contexte d'aversion au risque chez un certain nombre d'investisseurs institutionnels. Et donc, on a eu l'occasion de le voir sur l'ensemble de la matinée, ce matin. Le résidentiel est intéressant avec une faible volatilité et des performances stables sur le long terme, ce qui permet de limiter les risques au regard des turbulences que l'on peut connaître sur d'autres classes d'actifs. Maintenant, je suis persuadé qu'on est dans une situation durable également, car si on se projette chez les investisseurs institutionnels, dans un contexte d'optimisation de portefeuille immobilier, le résidentiel est intéressant et on a eu l'occasion de le voir notamment dans une période de ralentissement de l'activité économique sur la période 2017-2019. On voit une corrélation négative avec l'activité économique, ce qui fait que dans une stratégie de portefeuille global, le résidentiel peut être intéressant. Enfin, dernier point, et non des moindres, à mon sens, c'est que la crise sanitaire a remis au centre de tout les notions d'usage, la valeur de l'usage plutôt et la valeur de l'utilité. Et sur ce point, je pense que le résidentiel a un double intérêt, vivre et travailler avec le développement du télétravail. Donc cette situation est durable à mon sens. D'accord, merci. Alors une question pour toi Alexis, et qui n'est pas inintéressante, parce que l'Île-de-France concentre 20% de la population française. Est-ce que la démocratisation du télétravail pourrait avoir un effet sur les migrations résidentielles au profit de villes moyennes ou de villes TGV, comme on a souvent tendance à les nommer? Effectivement, c'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus dans les médias, dans la presse. C'est 20% de la population française, mais c'est aussi 45% de l'emploi qualifié. Donc finalement, l'Île-de-France, c'est quand même une étape un peu obligatoire. Il y a cette espèce de hiérarchisation des emplois, malheureusement. Finalement, alors on peut s'attendre à une migration résidentielle, mais je pense que le choix de la localisation est primordial. Et aujourd'hui, on dit que beaucoup de gens sont partis, ont fui vers les villes moyennes, mais c'est quand même assez surprenant puisque en plein confinement, on était quand même au mois de mars. Alors effectivement, il y en a qui sont partis dans leur résidence secondaire, mais quand on va prendre la décision de partir, il faut prendre en compte également les écoles des enfants. Il faut prendre en compte la possibilité de télétravailler. On a aujourd'hui un scénario de 2 jours par semaine de télétravail, donc il reste encore 3 jours de déplacement pour aller au travail. Donc là aussi où les
personnes qui se posent la question de si les bureaux sont morts, je ne pense pas qu'ils soient morts. Et finalement, je pense que la migration résidentielle, elle va se faire plutôt au sein de la première couronne et de la deuxième couronne, puisque comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, le Grand Paris, c'est un prix métrique 2 fois moins élevé que dans Paris. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des infrastructures avec le Grand Paris Express qui vont finalement réduire les temps de trajet entre le lieu de vie et les bassins d'emploi. Donc je pense qu'il va plutôt y avoir une migration résidentielle en première couronne et en grande couronne, avec peut-être une discrimination plus importante sur des biens avec un balcon, une terrasse ou encore un jardin, puisqu'on va avoir des bâtiments peut-être un peu plus récents en première couronne et en deuxième couronne. Merci Alexis. C'était la dernière question. Plusieurs d'entre vous nous ont posé d'autres questions. On va y répondre par Internet parce qu'on a pris le temps qui nous était imparti. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence du Cercle résidentiel. Je remercie les intervenants et puis tout le service technique pour cette présentation qui, je l'espère, vous aura plu. Nous vous l'enverrons si vous le souhaitez et nous vous rencontrerons, j'espère, en physique très prochainement. Encore merci à tous et merci aux intervenants. À bientôt. Merci. Au revoir. Très bonne journée.